Ce soir, 20h20 à la causerie. Ah, jeudi, ça sent la fin de semaine. Ah ouais, je parle pour moi, pas pour vous. Ouais, moi, c'est ma dernière de la semaine. Bienvenue à tous et à tous, on va parler des transgenres ce soir. Ah oui, c'est... Pourquoi pas, tiens, parce qu'on fait tous partie d'une société. J'ai l'impression que mon éclairage est un peu bizarre ce soir. Enfin bon, en tout cas, d'habitude on l'accueille le mercredi, et là, on est jeudi et on l'accueille toujours avec autant de plaisir. Bonsoir Madame Macaire. Bonsoir Bernie. Comment vas-tu Catherine? Bien, je vais bien, merci. Bon, alors on s'installe tranquillement, on est chez soi. Oui. On est peinard, on est bien, et est-ce qu'on va avoir la possibilité de rester jusqu'à 21h et plus? Oui, Bon, voilà la bonne nouvelle. la bonne nouvelle, voilà. Voilà la bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Alors, j'ai posé la question justement, est-ce que si je vous dis transgenre, ça vous dit quelque chose? Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de votes, mais la majorité c'était oui. D'accord, Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. oui. Bah, est-ce que ce Bonne sont, nouvelle. comme c'est anonyme, je peux pas dire si c'est des Français, des Guadeloupéens ou des gens de la Caraïbe. Mais en tout cas, ah, je sais, d'accord. C'est parce que ce soir, je suis en bleu. Alors bleu clair et bleu foncé, et le capteur a un peu de mal Ah, Voilà, ça fait une couleur bleutée, mais c'est pas mal. Tiens, ça change de d'habitude. d'accord. Bon, ça va, tu es bien, tranquille. Je suis bien. Bon, allez, eh ben, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la causerie. Nous sommes jeudi. Il est 20h22. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés tranquillement chez vous. Que ce soit ce soir en live sur Facebook ou en replay, en replay Facebook ou en replay YouTube. Qu'est-ce que le transgenre? Le transgenre, c'est une personne qui est, par exemple, du genre masculin, mais qui s'habille en femme ou qui se croit être une femme. Attention, on parle pas de travestissement. On est bien d'accord. Madame Macaire, dis-nous ce que toi, ce que tu as à dire en tant que professionnel. Alors, le transgenre, ce sont des personnes, dire ça comme ça, qui sont nées dans le mauvais corps. Oui. Alors, la majorité des gens qui sont transgenres, en fait, ont la sensation dès tout petit que leur corps biologique n'est pas leur corps, n'est pas le corps qui correspond à leur psychisme. C'est-à-dire que les personnes, en fait, ont un état psychique qui est plutôt masculin, avec des comportements masculins, et dans un corps féminin, ou inversement, des comportements féminins dans un corps masculin, inversement, Oui. des comportements masculins dans un corps féminin. Donc, en fait, on a longtemps, ça date que de 2010 que ça a été déclassé comme maladie psychiatrique. C'est-à-dire qu'en 2010, c'était considéré comme une maladie psychiatrique. Depuis 2010, ça n'est plus une maladie psychiatrique, on sait que c'est une maladie biologique. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement qui fait apparaître que le psychisme n'est pas en lien avec le corps. Est-ce qu'on peut parler de perturbateurs endocriniens? On peut, et on sait aujourd'hui, alors la science n'est pas suffisamment avancée, mais il y a des recherches en Belgique qui ont montré, des chercheurs belges qui ont démontré que oui, il y avait une problématique liée aux neurones et aussi à quelque chose qui est hormonal, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y avait un perturbateur qui était là. Après, on ne peut pas aujourd'hui, la science n'est pas suffisamment avancée pour dire quelle est l'origine précise, puisque ça existe déjà depuis très longtemps. Alors, Il y a un effectivement. film d'ailleurs qui explique très bien l'histoire d'un transgenre dans les années 20, danois. Et donc c'est quelque chose qui existe depuis toujours, mais qui a souvent, comme tu l'as dit au début, été associé en fait à l'homosexualité, au travesti. Ça n'est pas du tout ça. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a même les commodités, donc les WC. On a hommes et femmes, et au milieu transgenres. Oui, voilà. Dans certains États. Dans certains États, pas dans tous les États. Bah, pas dans tous les États. Mais c'est sûr que déjà pour eux, c'est pas évident à vivre. Alors là, je sais que Donald Trump, c'est pas mal immiscé dans cette problématique en disant mais nous on n'en veut pas de ces gens-là parce que c'est des gens qui sont pas, parce que Donald Trump est très croyant, hein, il faut le dire. Donc il en voulait pas. Et alors et bon, il y a eu quand même quelques soulèvements. Comment on sait intimement
qu'on est transgenre? Ou est-ce qu'on devient transgenre, je sais pas moi, à l'âge de 20 ans, ou est-ce qu'il y a un âge bien précis? Non. Le transgenre se déclare dans un âge très jeune, c'est-à-dire à partir de 2 ou 3 ans. On constate que le comportement en fait de l'enfant ne correspond pas à son identité qui est en fait civile. On se rend compte que l'enfant a un comportement qui est complètement différent de son identité sexuelle de base. Donc on voit dans les attitudes, mais ce n'est pas comme l'homosexualité. Parce que souvent c'est très confusant. Il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'un petit garçon va se déguiser en petite fille. Là c'est pas ça, c'est le comportement. C'est-à-dire le comportement va vraiment être identifié comme un comportement différent de son sexe d'origine. Alors souvent ça se voit, mais certains parents, en fait, ne prêtent pas forcément attention et il peut y avoir des personnes transgenres qui déclarent leur identité très tard, c'est-à-dire vers 40 ou 60 ans. Ah oui, si tard que ça. Souvent. Je disais si tard que ça. Oui, si tard que ça. Il y a beaucoup d'exemples où les gens ont révélé leur transgenre beaucoup plus tard. Parce que c'est très perturbant. Moi, j'ai plusieurs cas dont je m'occupe de personnes transgenres en Guadeloupe. C'est très perturbant parce que ils ont toujours un doute sur ce qu'ils ressentent, puisque la société en fait n'informe pas sur ces maladies, parce que c'est médical, n'informe pas en fait sur ce qui se passe, et donc les personnes transgenres eux-mêmes, jusqu'à l'adolescence, souvent doutent et pensent qu'ils sont homosexuels. Or, c'est tout à fait différent, parce que souvent, ces personnes rejettent leur corps physique, c'est-à-dire ils sont vraiment dans un état où ils n'arrivent pas à supporter leur corps physique. Souvent, d'ailleurs, ils sont en grande détresse. Ce sont des gens qui, psychologiquement, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donc, ils sont rejetants vis-à-vis de leur corps. Il y a souvent de la maltraitance vis-à-vis d'eux-mêmes, parce qu'ils n'acceptent pas ce corps. C'est très difficile à en parler à leur entourage, parce que souvent l'entourage ne comprend pas ce qui se passe. Bien souvent, par exemple, les personnes dont je m'occupe, leurs parents ont remarqué des choses, mais sous le poids de la religion, de la culture, ont empêché l'enfant de penser que ça pouvait exister. Donc, par exemple, j'ai une jeune patiente qui a juste 23 ans et qui, en fait, a vraiment compris son transgenre grâce à une émission qu'elle a vue à la télévision. Ah, bah bien. Elle a compris que c'était ça qu'elle vivait. Donc, à partir de là, elle s'est pris en charge, elle a vu un endocrinologue, elle a vu des médecins, elle a vu un psychiatre, parce qu'il y a tout un processus pour... On en parlera après, Catherine. Oui. Dimitri nous dit, il y a des transgenres dits sissy boy qui dress code, c'est-à-dire qui avancent, qui inversent les habits. Oui. Justement, alors, j'ai une réaction sur WhatsApp. Je vous rappelle que WhatsApp, laissez votre message, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui a voulu réagir par rapport à ça, qui me dit, moi je connais pas le sujet, les transgenres, mais j'ai quand même recherché sur Wikipédia. Alors, il y a un petit enfant derrière, donc si vous avez c'est un peu normal. Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, la causerie. Alors, merci d'écouter mon commentaire sur ce que j'ai à dire à ce sujet. Alors, transgenre, d'après Wikipédia, bon, c'est quand même un problème d'identité. Je pense quand même que bon, c'est pas une maladie physique. Ça peut l'être, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, psychologiquement, bon, ça c'est sûr qu'il y a un dérèglement hormonal. Est-ce que justement, ce serait pas lié aux perturbateurs endocriniens qui se retrouvent de plus en plus nombreux dans notre nourriture, avec les pesticides, etc. Je me pose la question. Ça n'a pas un lien. Alors, je sais pas si le futur bébé sera un transgenre, mais en tout cas, on l'entend bien. Alors, Wikipédia, je sais que beaucoup de gens utilisent. C'est des gens qui font, c'est alimenté par l'ensemble de la population. Donc c'est pas une référence, on va dire, absolue. Ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs. Alors c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de chercheurs se posent la question, est-ce que les perturbateurs endocriniens jouent sur ce type de maladie? Or, comme j'ai dit tout à l'heure, ça existe depuis
très longtemps, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on en parle plus. Il n'y a pas plus de personnes transgenres qu'il n'y en avait avant, c'est-à-dire il y a peut-être 100 ans en arrière. C'est qu'il n'y avait pas de prise en charge et que c'était pas considéré. On les enfermait en hôpitaux psychiatriques. Il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux pour en parler. Oui, ça c'est sûr. Bon. Mais ça représente, on sait, à peu près 1,6% de la population mondiale. D'accord, 1,6%, effectivement, ça ne fait pas tant que ça. C'est très peu en fait, c'est très Non, peu, ouais. sauf que il faut savoir que les transgenres vivent très peu de temps, et souvent Ah bon parce qu'ils se suicident. 41% des transgenres ont fait au moins une tentative de suicide et l'espérance de vie ne va pas enfin souvent est limitée à moins de 40 ans parce que c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre. Justement, alors certains transgenres, eux, deviennent transsexuels, je sais que ça existe, et donc passent par tout un système d'hormones à prendre, et vont même des fois jusqu'à l'opération. Je sais que c'est infime, déjà il y a 1,6% de la population mondiale, mais comment eux ils le vivent justement au sein de cette société en 2018, puisque nous sommes en 2018? Alors, c'est vécu de manière très difficile et très douloureuse parce que souvent lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est transgenre, souvent il n'est pas aiguillé, il est tout seul face à une situation. Il faut qu'il fasse un parcours assez difficile pour arriver à être conseillé et à savoir ce qu'il veut. La majorité des transgenres veulent aller au bout du processus, c'est-à-dire que si psychologiquement et au niveau cérébral, ils sont un homme ou une femme et ils veulent changer de sexe, alors ils vont entamer un processus de transformation physique pour que leur mental corresponde à leur physique. Donc c'est souvent très lourd, très difficile et ça met beaucoup de temps. Ça passe par des phases extrêmement compliquées. Alors, en général, le médecin traitant peut orienter vers un endocrinologue spécialisé. Il commencera à donner donc des hormones pour changer de sexe, donc pour petit à petit développer soit les attributs féminins, soit les attributs masculins. C'est pris en charge par la sécurité sociale, Catherine, excuse-moi, je pose une question peut-être idiote, mais est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Oui. D'accord. C'est-à-dire que donc dans le processus, il y a une consultation avec un psychiatre qui donc plusieurs séances qui va établir si la personne c'est vraiment sa volonté de changer d'identité. Il va y avoir donc plusieurs interrogations, il va y avoir un suivi et puis on va commencer le processus. Donc là c'est reconnu, donc c'est médical, donc ça va être pris en charge et ça va aller jusqu'à l'opération finale, soit l'ablation pour les hommes du pénis, et de la fabrication d'un vagin, soit pour l'inverse, on va faire donc c'est assez facile, prothèse au niveau des seins, transformation. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand une femme veut devenir un homme. Là, les opérations sont très très lourdes, très compliquées, mais elles sont aujourd'hui maîtrisées. Ça se fait maintenant, oui. C'est beaucoup de douleur, c'est-à-dire que c'est très douloureux. C'est un long parcours très difficile qui demande un accompagnement avec des psys en général pour pouvoir surmonter ces épreuves qui sont très difficiles parce que c'est très douloureux et c'est très long. Ça ne se fait pas sur quelques mois, ça se fait sur quelques années. Justement, j'allais y venir. Alors, il y a une question de Dimitri que tu commences à connaître. Dimitri te dit, moi, des fois, je me sens bien en m'imaginant en fille. Est-ce que je suis fou? Non, il n'est pas fou. Il y a une différence entre avoir envie d'être une fille et ressentir à l'intérieur de soi qu'on est une fille. Donc c'est plus un fantasme qu'a Dimitri là. Tout le comportement que l'on a est associé à tout ce qui est féminin. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment, psychiquement, c'est comme si vraiment le cerveau, le mental est féminin ou masculin et dans un corps qui n'est pas approprié. Ça n'est pas un désir, c'est comme un impératif, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. D'accord, donc c'est bien ce que je dis, Dimitri, c'est un fantasme que tu as. Voilà, c'est peut-être qu'il a envie de se déguiser. Remarque, Vaval, c'est 3 mois cette année, profites-en. Oui, c'est ça. Alors, justement, on va revenir un petit peu du côté de la chirurgie.
cette chirurgie, avant, elle n'était pas prise en charge par la sécurité sociale et les gens devaient aller se faire opérer jusqu'en Thaïlande. Oui. Avec tout ce que ça comprend au niveau post-opératoire, donc après l'opération, oui. comme complication. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un peu... Alors, il y a encore beaucoup de gens qui vont à l'étranger parce que c'est plus rapide et ça coûte encore moins cher parce qu'en France... Combien ça coûte? On charge, mais très peu de centres. Il y a très peu de centres en France. Oui. Donc, il y a des listes d'attente, il y a des procédures extrêmement longues, tandis que dans les pays asiatiques, la procédure est beaucoup plus courte. Sauf qu'il y a souvent des complications post-opératoires, parce que ce sont des opérations extrêmement lourdes, qui nécessitent souvent plusieurs mois d'hospitalisation et qui nécessitent un suivi. Donc, avec un hygiène qui n'est peut-être pas aussi contrôlé que l'hygiène qui peut être fait en France ou en Europe. Non, quand même pas. C'est quand même assez contrôlé pour ce genre de choses. Mais même en Thaïlande? Oui, même en Thaïlande, c'est assez contrôlé. D'accord, bon voilà, j'ai dit une bêtise. C'est contrôlé. Okay. Il y a quand même, pour ce genre d'opération, il y a quand même des cliniques qui sont compétentes. Après, bien sûr, il y a tout un circuit, c'est-à-dire qu'il existe aussi des associations en métropole. En Guadeloupe, il n'y a pas d'association, mais il existe en métropole des associations qui peuvent aiguiller, orienter les gens par rapport à des gens qui ont déjà eu cette expérience. Bon, alors ce qui serait intéressant justement après le Facebook Live, c'est que tu me donnes hors antenne ou même en lien les associations qui peuvent aider, même en France, ou même un numéro d'appel par rapport à quelqu'un justement qui se sent comme ça et qui est dans le désespoir le plus total. Parce que justement, le souci chez nous, c'est la religion qui fout toujours le bazar, pour rester poli. Ben, disons que comme c'est confondu avec l'homosexualité, que c'est associé à une perversion, c'est souvent très stigmatisé et on va traîner les gens souvent avec le prêtre, avec les différentes personnes qui peuvent soi-disant essayer de remettre la personne dans le droit chemin. Oui, chez les évangélistes, c'est bien connu, on va désenvoûter la personne parce que elle est soit homosexuelle, soit elle se sent une femme alors qu'elle est un homme et vice-versa. Voilà. Faut pas se cacher, on n'a rien à cacher dans la causerie. Donc il y a beaucoup de souffrances. Moi, les personnes que j'ai vues, que j'ai suivies, souvent sont dans une grande détresse parce qu'ils ne sont pas accompagnés par leur famille. En Guadeloupe, encore plus, je pense, qu'en métropole, parce que c'est petit. Donc il y a l'idée, qu'est-ce que le voisin va dire si mon fils devient une fille, si ma fille devient un garçon. Donc c'est très compliqué. On essaye de cacher les situations. Donc il y a beaucoup de souffrances. Il y a la difficulté d'arriver à l'école et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est transgenre, dans sa tête, elle est persuadée, par exemple, une fille est persuadée qu'elle est un garçon. C'est-à-dire pour elle est un garçon. Donc il va y avoir plein de problématiques. À l'école, elle va se sentir mal quand elle va faire du sport avec les filles parce qu'elle se sent garçon. Ou inversement, pour un garçon qui se sent fille, ne va pas se sentir à l'aise avec un groupe de filles. Donc tout ça, ça va être très compliqué à vivre et ça va créer souvent des enfants extrêmement perturbés qui vont avoir une adolescence souvent repliée. Ils vont se replier sur eux-mêmes. Il va y avoir beaucoup de maltraitance vis-à-vis d'eux. Ce sont des enfants qui parfois se scarifient, ont des comportements limites parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Oui, ils ont un comportement destructeur. Destructeur. C'est peut-être quelque chose d'idiot que je vais dire, mais pourquoi au Brésil, la majeure partie des femmes sont des hommes et pourquoi c'est autorisé en fait, le fait d'être transgenre? Non, je sais, c'est la question con, mais alors, 20h40, elle est posée la question. Vas-y, Catherine. C'est pas une question con, c'est aussi une question en fait qui est en rapport avec la culture aussi. Ouais. C'est-à-dire que dans certaines cultures, on accepte qu'il puisse y avoir des transformations physiques et on ne se pose pas mille et une questions comme on peut se poser dans certains pays d'Occident. Et pourtant le Brésil est très religieux. Mais la religion, elle est pas tout à fait pratiquée de la même manière. Elle est un peu différente. Ouais. Il y a tout un historique aussi. Il faut pas oublier qu'il y avait
tous les Indiens d'Amazonie, il y a d'une culture qui est différente, qui est liée en fait aux origines des personnes qui sont dans le pays. Ouais. Tout s'est mélangé. C'est un pays aussi de métissage. Ça n'est pas un Italien qui est chrétien et qui a toujours vécu dans un pays comme ça. Là, il y a vraiment un métissage culturel qui s'est opéré, et il y a des cultures où on accepte plus facilement en fait la transformation physique, et on est moins à cheval, on va dire ça comme ça, sur en fait des problèmes identitaires. C'est plus facilement et plus accepté. C'est culturel. J'ai une réaction. Pardon, excuse-moi, Catherine. Non, vas-y. Non, vas-y, termine. Donc ça n'est pas forcément la religion se greffe dessus, mais elle est moins stigmatisante, moins présente, parce que culturellement, elle n'a pas le même impact. D'accord. J'ai une réaction de Régine qui dit le parcours du combattant entre les hormones et les interventions chirurgicales, sans compter l'administration, changement de prénom, etc. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'elle dit. Admettons que je m'appelle Julien et que je me sens une femme, mais vraiment jusqu'au bout des doigts, c'est ce qu'on dit, hein, dans son ADN, Oui. on se ressent être une femme. Comment ça se passe au niveau transformation et surtout au niveau de l'administration? Alors, il faut entamer donc le processus médical et le processus de transformation chirurgicale. Ouais. Une fois que ce processus est terminé, alors pas forcément intégralement, c'est-à-dire que le changement d'identité va être constaté par un médecin psychiatre, par le corps médical, et ensuite il faut faire une demande auprès du tribunal pour justifier de sa demande de changement d'identité et de prénom. D'accord. C'est souvent extrêmement long. Bon. Alors je suis en train de chercher un prénom féminin, je pourrais m'appeler autrement parce que Bernie. Mais Bernie, ça me va très bien parce que j'aime bien le E à la fin, c'est mon côté féminin, je l'assume. Bernie. Pardon? Bernadette, Bernie, il y a un E, donc ça peut être féminin. Mais non, mais Bernadette. Non, Bernadette. Madame, ça doit- madame, mais vous avez fumé ce soir, Bernadette. Pas du tout. C'est- Non, pas Bernadette. Bon, je non, sais pas. non, c'est Bernadette, ça fait un peu old school quoi, un truc. Ah, bon, bah, je sais pas, c'est parce que t'es en B, bon, je sais pas. Non, Barbara, mais pas alors. dans les B, Shirley. Allez, tiens, je vais m'appeler Shirley ce soir. Shirley, bah, ouais, Shirley, ouais. c'est Voilà, joli. oui. Et tu seras mon dino. Shirley et Dino, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très beau Ouais, duo. Charlie Dino, d'accord. Ouais, ouais. D'accord, mais moi, je suis pas transgenre, hein. Ah ben moi non plus. Ah, bah, si tu veux changer d'identité. Mais non, mais parce qu'on parlait de changer d'identité. Oui. Dimitri Oui, nous dit, les Indiens admettent les IRA. Oui. Alors, excusez-moi, mais là, pour le coup, là, je ne sais pas de quoi on parle. Qu'est-ce que sont les IRA, Catherine? Ça dit quelque chose? Je sais pas, enfin, je pense que les IRA, ce sont, enfin, non, c'est, comme ça, je pense que c'est en fait des personnes qui peuvent avoir le sexe différent, je crois, mais je suis pas sûre. Dimitri, mon Qui ami, précise, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi? laisse un message WhatsApp en audio qu'on puisse savoir un peu plus. Oui. Parce que là, les IRA, bah... Prendre des choses, ouais. Non, après, comme je dis souvent, on connaît pas tout. Baisse le son parce que je t'ai vu connecter, Catherine. Moi, je ne connais pas les IRA. Je suis désolé, là, autant je connais des choses. Je suis pas Google non plus, je suis pas Wikipédia, mais là... Non, je sais pas. IRA, non. J'ai déjà entendu parler, mais là, je ne vais pas me lancer sur un sujet que je connais Oui, pas. parce que c'est H-I-J-R-A-S. H-I-J-R-A-S. Mhm. Moi, je dis IRA parce que le J se prononce peut-être R en espagnol. Dimitri, j'attends ton WhatsApp audio pour m'expliquer ce que sont les IRA. Ah non, c'est en Inde, d'accord. Donc, Ah ouais, parce que toi tu triches, tu as dans Google, la- mais t'as voilà, le droit. ah oui, les IRA, non, mais là, c'est plus lié, en fait, à la religion. D'accord. C'est la castration, en fait, de certaines personnes qui... apparemment, donc c'est hindou, donc c'est quelque chose d'hindou. D'accord, ben voilà. Donc après, bon, oui, je sais pas, je vois là que c'est un peu lié, ça s'appelle le 3e siècle, donc c'est lié un peu au transgenre, mais bon, il faudrait que je regarde parce que là, ça me parle pas forcément exactement. Bon bah à développer, hein.
Alors, apparemment, c'est que concernant les garçons. Donc, ce sont les garçons et pas féminins. Donc, ce sont les garçons qui sont forcés de vivre en marge de la société, donc qui seraient en fait, d'après eux, donc un corps d'homme dans une âme de femme. Ça y est, mais oui, voilà. mais bien sûr. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont condamnés à chanter pour la communauté. J'ai vu un reportage là-dessus. Mais ouais, ça je me souviens. Voilà. Exact. Donc souvent, voilà, ce sont des gens qui dansent, voilà. Voilà, qui dansent et qui chantent pour la communauté, Voilà, et qui ne vivent que de mendicité parce que ils sont rejetés par la communauté indienne. Si, indienne, tout à fait. Oui. Non, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, les Indiens, c'est, tu sais, les cow-boys et les Indiens, quoi. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. C'est les gens de l'Inde, voilà. D'Inde, voilà, c'est différent. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est... Mais maintenant que tu nous as dit, en plus que tu voulais changer, peut-être que tu voulais changer de sexe, Dimitri, en fait, tu t'as fait le droit, hein. Bah oui, bien sûr. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est même encore... chez les médecins, il y a encore de la réticence, même s'il y en a moins qu'aujourd'hui, à aider ce type de patient. Aujourd'hui, par exemple, en Guadeloupe, il y a des médecins qui accompagnent très bien, des endocrinologues, très bien ces personnes, dans les premières phases, parce qu'après, il faut forcément partir en métropole. On peut réaliser une partie du processus en Guadeloupe. Il y a aussi des psychiatres qui aident, quelques psychologues aussi. Ouais. Donc il y a du soutien, par contre il n'y a pas d'association en Guadeloupe. Donc après il y a des transgenres qui s'adressent donc au réseau LGBT pour essayer de trouver un peu de soutien. Je vous rappelle, je redonnerai après le live, le numéro de téléphone de LGBT Guadeloupe. C'est vrai qu'il est pas mal occupé, donc j'ai pas réussi à avoir notre ami Didier. Et donc, mais c'est important, et ça, Catherine. Il y a quand même une évolution et un accompagnement, en tout cas du corps médical, même si c'est pas encore la majorité. Mais justement, c'était ça que j'allais dire. Tu vas être d'accord avec moi que c'est important de se faire aider. Oui. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, les enfants. Non. D'accord. Comme à une époque, c'est pareil. On disait. Alors le mot c'était pédéraste, maintenant on les appelle les gays ou les lesbiennes, etc. Oui. C'était une maladie jusqu'en 80... Ouh là là, ma mémoire me fait défaut, je crois 80... c'était très tard, 92. Non, jusqu'en 1987 je crois. Ah, c'est pas après. Il me semble que c'est 91 ou 92. Comme quoi c'était une maladie psychiatrique. Mais enfin bon... Oui. Heureusement. En fait, c'était extrêmement tard, c'est-à-dire que c'était condamné pénalement. Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait on pouvait faire de la prison si on était homosexuel. C'est quand même un comble. C'était condamnable en fait, au même titre que de fumer du cannabis ou autre chose. Ouais. C'est quand même incroyable de condamner quelqu'un par rapport à son identité sexuelle ou sa sexualité ou son orientation sexuelle. Donc ah bah tiens, un de ces quatre, on pourrait parler ce qu'on appelle au Québec le pot, c'est-à-dire le cannabis récréatif, parce que je sais, et parce que maintenant il est autorisé au Canada. Petite parenthèse, j'en profite parce que là je suis hors sujet, je le sais. Le moment où ça a été dépénalisé au Canada, toutes les boutiques ont été raflées, il n'y avait plus de cannabis disponible pendant quasiment une semaine. Oui. Imaginez si chez nous, on fait ça. En sachant que je sais pas. Chez nous, c'est beaucoup plus petit que le Canada. Oui, voilà. Voilà. Alors, le fait de dépénaliser, entre guillemets, c'est ce qui se considérait comme maladie psychiatrique. Hein. Oui. C'est comment dire ça, c'est une avancée de notre société, parce que tout le monde me dit tout le monde, non, certaines personnes nous disent, pour être bien plus clair, ah ouais mais c'était mieux avant. Bah oui, effectivement c'était mieux avant. Si t'étais transgenre, tu passais en psychiatrie et tu te faisais enfermer. Si t'étais gay, tu te faisais enfermer en plus en prison. C'était mieux avant, effectivement. Non, je pense que heureusement que les choses ont évolué, qu'il n'y a plus de stigmatisation. Enfin, il y a encore. On essaye de tendre vers sur
non-stigmatisation en fait de la société et des différences entre les personnes, mais c'est encore frileux. Il y a encore pas beaucoup de gens qui s'y risquent. Moi, je sais que des gens qui viennent me voir me disent qu'ils ont déjà fait 3 ou 4 autres professionnels, que ce soit médecins, psy, qui ne veulent pas prendre en charge, soit parce que, alors il y a des gens qui n'ont pas forcément fait la formation, ou juste parce qu'ils ont une idée, c'est-à-dire ils mettent en avant leur propre croyance pour ne pas aider ces personnes. Est-ce que c'est pas considéré comme une non-assistance à personne en danger? Non. Non. Bah, en sachant que la personne qui est transgenre va plus, enfin, pour les jeunes, peuvent aller jusqu'à à faire une tentative de suicide. Oui. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il va y avoir souvent une prise en charge quand la personne est en souffrance. Voilà. Le psy ou le médecin va prendre en charge. Sauf qu'il va peut-être pas traiter le problème dans le sens de l'orienter pour la transformation, mais peut-être de traiter le problème comme quelque chose qu'il peut travailler ou qu'il peut éventuellement essayer de mettre dans un coin de sa tête et essayer d'améliorer. Donc ça ne veut pas dire qu'il va pas l'aider, mais il va peut-être pas l'aider dans le sens de l'accompagner vers sa transformation. D'accord, non, c'est vrai que ça peut être un peu aberrant, puisque les médecins en général ils ont fait le serment d'Hippocrate, non, il me semble. Donc, oui, mais bon, il y a des médecins qui sont pas pour l'IVG, il y a des médecins qui sont, voilà, ça veut pas dire, soit ils orientent vers un autre confrère, et pareil pour les transgenres, pareil pour l'homosexualité, il y a des psys, il y a des médecins qui sont, voilà, qui ne respectent pas, alors j'espère que oui, mais j'ai déjà entendu, oui, des personnes qui vont conseiller à un patient d'aller voir quelqu'un d'autre. Bon, alors, donc c'est vraiment le parcours du combattant, qu'on soit transgenre ou on va parler des transgenres ce soir, mais c'est vraiment le parcours du combattant, c'est-à-dire que quand on va voir un premier médecin et qu'on explique qu'on est balle dans notre peau et tout ça, ils vont peut-être pas forcément envoyer le patient soit vers toi, soit vers un psychiatre ou tu vois. Oui. Mais il y a quand même des manifestations vraiment relativement importantes, c'est-à-dire que la personne elle a vraiment un profond mal-être et lorsque la personne elle explique que ce qu'elle vit c'est insoutenable, c'est-à-dire que elle se sent vraiment prisonnière de son corps et a l'impression en fait que c'est pas son corps, donc elle va avoir tendance, par exemple, une jeune femme que je suis m'a expliqué que très tôt elle se serrait en fait les seins pour ne pas avoir de seins, elle essayait de transformer son corps toute seule, c'est-à-dire soit en faisant du sport, en essayant de se masculiniser vraiment parce qu'elle ne supportait pas en fait sa féminité puisque pour elle n'était pas une femme. Donc elle n'arrêtait pas de dire je ne suis pas une fille quand elle était petite et on lui interdisait de le dire. Donc elle était vraiment en grande souffrance à l'âge de 10 ans, elle avait déjà essayé de se suicider. Il y avait déjà eu des prémices en fait qu'il y avait un gros problème. Ouais. Les parents ne l'ont pas envoyée voir un psychiatre, mais elle avait été hospitalisée et il y avait eu en fait un interrogatoire mais qui n'avait pas été très poussé. Mais c'est quelqu'un qui arrivait tant bien que mal jusqu'à l'âge de 18 ans et qui a compris qu'elle était transgenre, mais auparavant elle pensait vraiment avoir une maladie psychiatrique. Donc il n'y a pas vraiment de suivi, on n'en parle pas dans les écoles, même si ça représente un tout petit pourcentage de la population. Ce qu'il faut comprendre, ce sont des gens en extrême souffrance. C'est ce que j'allais dire, il y a encore un manque d'information. Oui, il y a un manque d'information sur l'homosexualité, il y a un manque d'information sur la sexualité tout court, il y a un manque d'information sur plein de choses. Oui, déjà ne serait-ce que, oui, c'est ça, déjà ne serait-ce que la sexualité, on va dire standard ou normale, même s'il n'y a pas de standard et de normalité. Il n'y a rien à expliquer, c'est juste on va développer comment ne pas avoir d'enfants, parler un peu des MST, du sida, mais ça va s'arrêter là. Oui, on va jamais parler en fait de la sexualité telle qu'on devrait la parler dans les écoles à partir du collège, qu'on devrait commencer à essayer de parler de choses qui puissent laisser à chaque enfant
pour se développer et se comprendre, parce qu'un adolescent, à qui il peut parler de sa sexualité? À ses copains, à ses copines qui savent pas plus que lui, à ses parents qui souvent, il n'y a pas de dialogue dans les familles. Ouais. Donc il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui puissent à l'extérieur expliquer qu'est-ce que c'est la sexualité et les différents types de sexualité qui existent. D'ailleurs, on va y venir. J'ai une réaction sur de Régine. Les opérations chirurgicales sont impressionnantes. Elle a vu une émission là-dessus concernant l'ablation des testicules et la constitution d'un vagin. Voilà. Oui. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à quelqu'un qui va regarder cette émission et qui se sent convaincu que c'est soit une femme, soit un homme, dans un corps d'homme mais qui se sent femme, etc. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Par exemple, est-ce que si c'est un enfant qui va regarder ça, quelqu'un qui a 15-16 ans par exemple qui va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme ficelle peut-être, éventuellement comme voix pour... Alors, si c'est un adolescent qui a l'habitude d'avoir son médecin traitant qu'il connaît bien, ou s'il est suivi par un pédiatre depuis longtemps, c'est d'en parler. Ou d'en parler, si c'est possible, à ses parents, qui vont éventuellement l'emmener chez un psychiatre, ou chez un psychologue, ou chez un endocrinologue, mais pour parler plutôt d'abord vers quelqu'un qui est plutôt dans la parole, donc plutôt psychiatre ou psychologue, pour... essayer de comprendre est-ce que ce qu'il ressent c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il s'est identifié à quelque chose et que ça n'est pas vraiment en fait ce qu'il imagine. Oui. Donc déjà pour faire une première approche, et ensuite si c'est le cas, eh bien à ce moment-là d'orienter vers les médecins, les endocrinos qui eux aussi sont formés pour déceler en fait si la personne c'est vraiment de son souhait et que c'est vraiment un souhait profond. Mais comme j'ai dit, ça ne se passe pas en 2 semaines, en 3 semaines, ça se passe sur une longue période et à ce moment-là, le processus est enclenché. Mais s'il y a une interrogation, peu importe l'interrogation, il faut toujours aller demander pour avoir une confirmation ou pas et ne pas rester tout seul dans son coin. Et s'il y a déjà une souffrance, en général, un enfant, un adolescent qui se pose ce genre de questions a déjà été en souffrance avant. Ça n'est pas révélé parce que je vois une émission, ça y est, je pense que je suis transgenre. Ouais. C'est souvent, il y a beaucoup de souffrance et il va y avoir une réponse d'un seul coup, une information qui va faire que, ah oui, je sais que c'est ça. Et maintenant, quel conseil tu pourrais donner à des parents? Par exemple, leur enfant leur dit très timidement qu'ils ne sont pas bien dans sa peau, alors pas dans sa peau, comme on vient de le dire avant, hein, c'est pas parce que il a un petit limbé l'enfant, hein, une petite dépression. Je veux dire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents? Qu'est-ce qu'on doit dire à son enfant et comment l'accepter? Déjà, je pense que ça doit être aussi pas évident pour la maman, puisque la maman a fait admettons un garçon et elle se retrouve avec une fille, tu vois. Mais la majorité du temps, les mamans savent, mais ils rentrent dans le déni. D'accord. Donc l'acceptation, elle est longue, elle est difficile, mais un parent, ce qu'il a envie, c'est que son enfant il soit bien. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille, ou qu'il soit né fille et qu'il veuille être garçon, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il faut qu'il soit en bonne santé. Déjà, il faut que les parents, je sais que c'est pas évident, mais que accepter que son enfant, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est en souffrance dans le corps qu'il n'a pas choisi. Et donc ne pas le rejeter, on est bien d'accord. Il faut bien sûr être attentif, c'est-à-dire de poser des questions, mais pas des questions trop intrusives. Et il faut surtout essayer de voir comment son enfant est, c'est-à-dire comment il ressent les choses. Si son enfant est mal et qu'il verbalise ce type de situation, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un trouble identitaire et qu'il n'arrive pas bien à le verbaliser, eh bien il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels. Quel type de questions, Catherine, par exemple, on peut poser à nos enfants? Demander comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, pourquoi tu dis que tu as envie d'être une fille ou que tu as envie d'être un garçon, pourquoi, est-ce que c'est parce que tu as envie de ressembler à ton petit frère, parce que ton grand frère tu trouves qu'il est mieux que toi, poser des questions basiques, c'est-à-dire essayer de sonder si l'enfant dit ça parce que il y a une problématique familiale, ou il veut s'identifier à un héros, peu importe, ou est-ce que mon enfant est vraiment en souffrance, et quand je l'observe, mon enfant, est-ce que je vois, oui, que dans son comportement, il est différent.
si j'ai d'autres enfants ou si je n'en ai pas par rapport aux autres enfants. Est-ce qu'il est différent? Et cette différence, est-ce que je ne la comprends pas? Est-ce que je peux me faire aider? Ça coûte rien, ça coûte le prix d'une consultation que d'aller voir un pédiatre, d'aller voir un médecin, d'aller voir un psy qui va dire mais non madame, ou oui, écoutez, je pense que là il faut peut-être creuser. Ça coûte rien, ça coûte combien la consultation? Consultation, le prix, une consultation psy, chez moi c'est 45 €. Mais voilà, et c'est pris en charge par la sécurité sociale? Non, pas les psys. Les psychiatres, oui. Mais les psychiatres, une consultation chez les psychiatres, c'est remboursé. C'est pareil, c'est dans les 40 €. Voilà, comme ça, vous êtes... Et si mon garçon demande des poupées, qu'il aime jouer avec les poupées, est-ce que tu penses que ça peut être une voie sur le fait qu'il devienne ou qu'il soit transgenre sans le savoir? Non, c'est vraiment l'attitude. C'est pas le fait de jouer avec des poupées, c'est pas le fait que les petites filles vont jouer avec des voitures, c'est pas ça. C'est vraiment l'enfant qui le manifeste, qui dit non, je veux pas être habillé en garçon, non, je veux pas être habillé en fille. C'est vraiment l'enfant qui va manifester en fait profondément dès tout petit. Le comportement va ne pas, c'est-à-dire quand on va regarder l'enfant, on va voir que son comportement ne correspond pas à son identité. D'accord. Voilà. C'est extrêmement flagrant. J'invite, si les personnes vraiment sont intéressées à regarder un film qui est vraiment un très beau film, qui s'appelle The Danish Girl. C'est un film en fait qui retrace la vie de Lily Elbe, qui est le premier transgenre à avoir été opéré dans les années 30. Ouais. C'était un artiste et qui en est mort. C'est-à-dire que sa transformation l'a tué parce qu'à l'époque il n'y avait pas la chirurgie d'aujourd'hui. Ouais. Et ce film en fait explique tout son parcours d'enfant, comment petit à petit il s'est rendu compte qu'il n'était pas en fait qu'elle n'était pas une fille mais qu'elle était un garçon. Et cette histoire en fait est extrêmement troublante et elle touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que la personne vit, c'est-à-dire on voit que c'est très difficile, que parfois on a l'impression que ça le rend fou, en fait, cette situation, et c'est extrêmement difficile. Il y a un très beau jeu d'acteur. Moi, je sais que je l'ai vu. Il est magnifique ce film. Voilà. Il est émouvant c'est vrai que et en touchant plus dans le sens où on se rend compte de la difficulté pour une personne. Je crois que les gens qui jugent beaucoup, parce que moi j'entends beaucoup des gens qui jugent même sur l'homosexualité, les gens qui jugent, ils devraient se poser la question, mais ces personnes qui, alors ça n'a rien à voir le transgenre et l'homosexualité, surtout pas, c'est que ces personnes sont dans une souffrance extrême et n'ont pas choisi d'être comme ça. Ça n'est ni une malédiction ni quoi que ce soit, c'est une erreur, on va dire, de la nature, une erreur qui fait qu'une personne naît comme ça et que ça crée des souffrances psychiques énormes. Et s'il y a quand même 46% des gens qui font des tentatives de suicide et qui n'arrivent même pas jusqu'à 40 ans parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce qu'ils sont dans une détresse, rejetés par leur famille, rejetés par la société, parce qu'un transgenre, il peut pas forcément travailler, il faut qu'il soit accepté par la société. C'est quelqu'un qui, voilà. Donc, comme c'est confondu avec le travesti, donc on a l'impression que c'est quelque chose en fait qui est joué, alors que c'est pas le cas. Donc il faut que j'invite les personnes à réfléchir à la douleur, à la souffrance, parce que beaucoup de gens aimeraient être entre guillemets normal, et c'est pas le cas. Donc ils vivent quelque chose de hors norme, mais qui doit être accompagné et surtout pas stigmatisé. Parce que moi, les gens que j'accompagne sont vraiment dans des souffrances, et je trouve que il faut quand même rester humain, d'accompagner des gens qui ont besoin qu'on soit bienveillant vis-à-vis d'eux. Oui, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'en fait, c'est pas parce que Dédé le routier s'habille en Sicile impératrice que c'est un transgenre. Lui, c'est juste un travesti. Il le fait peut-être parce que ça lui fait du bien, ou peut-être parce que c'est un délire, comme tout à l'heure disait notre ami Dimitri. Mais alors, ça veut pas dire que ce Dédé le routier souffre pas. D'accord ? Il y a toujours une souffrance derrière le fait de se travestir. Après, il y a peut-être aussi le côté paillette, le côté boîte de nuit, ou changer d'identité la nuit, etc. Mais ça c'est encore autre chose.
Quand on a justement, alors tiens, je vais poser ma question avant, Régine, si tu le permets, parce que j'ai une question de Régine. Quand on a un garçon qui pense qu'il est une fille, comment je dois m'adresser à l'enfant? Est-ce que je dois lui dire lui ou elle, en parlant de l'enfant à une autre personne, ou à son papa ou à sa maman? Alors, tout dépend de comment l'enfant vit les choses. Si l'enfant explique qu'il est pour lui une fille, et que dans sa détermination à être une fille, c'est un enfant qui va revendiquer et qui va avoir été vu par quelqu'un, par un médecin, par un pédiatre, etc., ou un psychologue ou un psychiatre, et qui va confirmer en fait que son identité n'est pas celle-là, alors évidemment le parent peut éventuellement de lui-même changer le prénom de l'enfant si l'enfant a ce désir. Et c'est aux parents. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant qu'en France. Catherine, c'était pas ma question, mais c'est bien d'avoir répondu. C'était si par exemple nous sommes mariés, nous avons un enfant qui s'appelle Julien, et on en parle entre nous, et en fait il se sent une fille. Est-ce que toi et moi, en parlant, on dit lui ou elle? Dépend justement si on a constaté que oui, c'est vraiment que l'enfant, on le considère dans son comportement que c'est pas lui, c'est elle. Voilà. Et la considération que l'on a. Après, il faut faire très attention, justement, quand c'est un enfant tout petit, que ça ne soit pas une projection imaginaire ou fantasmagorique d'un parent. C'est-à-dire, il faut vraiment que ça soit quelque chose. On va pas non plus induire en erreur un enfant qui, juste à un moment de transformation, parce que les enfants, ça évolue et ça passe par des phases. Donc, et que cet enfant est tout juste en train de jouer et de mimer, par exemple, d'être une fille, ou inversement, une fille et mimer d'être un garçon. Là, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que si le parent décide de lui-même de parler au féminin ou au masculin de son enfant, ça veut dire qu'il a déjà constater un certain nombre de choses et qui vont être confirmées par un professionnel. D'accord. Il y a une question de Régine. Est-ce que en faculté, les psychiatres qui sont en formation sont formés par rapport à ce sujet? Il y a un petit cursus. Alors, est-ce que c'est le même petit cursus comme en pharmacie quand on parle d'aromathérapie? C'est 1 heure et après c'est bon? Non, c'est pas 1 heure, mais bon, c'est pas non plus, on va dire, bon, si on veut, on peut faire un DU supplémentaire. Bon, moi je suis pas psychiatre, mais je sais que ça représente pas. Les psychiatres balayent tout le spectre de tout ce qui est maladies psychotiques, psychiques, etc. Les transgenres ne sont pas des maladies, donc on le sait maintenant, psychiatriques, mais c'est l'accompagnement du trouble identitaire. Donc ça représente aussi une partie de leurs études, mais ça n'est pas une unité majeure dans leur cursus. Alors, ceux qui se spécialisent en général, c'est des gens qui vont faire donc des DU supplémentaires et qui vont s'informer et être spécialisés dans le domaine. Il y a des psychiatres en métropole qui sont spécialisés dans le domaine. Est-ce que, alors moi je vais allonger un petit peu la question de Régine, est-ce que les psychothérapeutes eux-mêmes sont formés par rapport aux transgenres? Non, il n'y a pas de formation. C'est sur le travail de l'identité et de la souffrance de la personne. Après, l'accompagnement, c'est soit, par exemple, on va se diriger parce que ça va nous intéresser, donc on va approfondir le sujet, on va travailler avec des endocrinologues qui vont nous expliquer quel est le processus, mais l'accompagnement d'un psychothérapeute est dans psychanalyse à peu près dans toutes les pathologies ou dans toutes les aides qui nécessitent en fait un accompagnement parce que la personne est en souffrance. D'accord. Là, après, la souffrance, peu importe ce qu'elle est, c'est l'accompagnement. Après, ce qui va qui va être différent, c'est d'orienter la personne et de comprendre mieux le mécanisme. Alors pour ça, souvent, on va se faire aider par d'autres confrères ou consoeurs qui vont pouvoir nous aiguiller et nous aider à mieux orienter le patient. D'ailleurs, on en a parlé hors antenne, mais ce que je trouve c'est un peu dommage, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas d'association de psychothérapeutes, parce que justement, tu parles d'entraide entre collègues. Alors, il n'y a pas d'entraide entre collègues quand? Il n'y a pas, en Guadeloupe, moi
non, il n'y a pas forcément. Moi, je fais partie de la Fédération européenne des psychanalystes, mais bon, c'est européen. Ici en Guadeloupe, non, il n'y a pas. Moi, j'ai pas connaissance, mais il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de lieu de rencontre où on peut échanger. On échange entre personnes quand on se connaît, mais il n'y a pas forcément de réunion et c'est un projet qu'on pourrait construire. Est-ce que ça, c'est justement, c'est pas un manque en tant que professionnel, peut-être que parce que tu peux renvoyer peut-être vers des confrères ou des consoeurs, ou peut-être éventuellement justement demander des conseils, ou peut-être qu'on peut venir te demander conseil. Justement, ça se tient, voilà, ça pourrait être un projet intéressant à monter. Oui. Odile nous dit la France, bonsoir Odile d'ailleurs. Odile nous dit la France a toujours un retard, même et surtout par rapport à ce sujet. Oui. Mais pas que la France, hein, beaucoup de pays. Beaucoup de pays sont encore réfractaires en Europe à ces pratiques, parce que ça représente un tout petit pourcentage, donc c'est pas forcément très intéressant. Je rappelle que c'est 1,6% voilà. de la population c'est pas une population mondiale. En fait qui est valorisée, on va dire ça comme ça, qui apporte un plus. Donc c'est quelque chose. Faut pas oublier que en France, mais c'est assez traditionnaliste, c'est-à-dire la France est quand même assez traditionnelle dans sa manière de penser. L'évolution, elle est très très lente. Il faut passer par plein de processus, par plein de mécanismes afin que les choses changent. Donc c'est très très lourd. C'est pas comme dans les pays anglo-saxons où c'est beaucoup plus facile en fait de changer et d'évoluer. L'Angleterre est plus avancée, les États-Unis sont plus avancés. Le Canada aussi d'ailleurs, ouais. La Belgique est beaucoup plus avancée aussi que la France, plus libérée sur certains sujets. Le Portugal aussi, alors que bon, on pourrait pas imaginer, mais la France est encore un pays, un vieux pays qui a du mal à faire bouger des choses, même si la France reste un pays leader dans beaucoup de choses. Médicalement parlant aussi, c'est-à-dire que une opération va être faite correctement. Maintenant, l'accompagnement va pas forcément être optimum, même s'il commence à l'être un peu plus et que ça commence à être un peu plus développé, mais c'est vrai que c'est toujours un peu en retard. On prend toujours beaucoup de temps en fait en France pour analyser les situations et voir si sur le long terme ça fonctionne. Donc on va peut-être regarder ce qui se passe à côté avant de prendre les devants. C'est vrai que pour avoir habité au Québec, d'ailleurs j'embrasse Daniel qui souvent, mon ami Daniel qui me disait souvent, mais tu sais Bernie, en France, vous êtes vraiment vieille France, vieille tradition, et ce qui fait que vous avancez pas, c'est justement ces traditions-là qu'il faut un petit peu lâcher, ça vous traîne au basque, c'est très mauvais. Parce que au départ c'était, ouais c'est vachement bien, parce que il y a plein de médicaments qui sont accessibles, il y a plein de choses qui sont accessibles, sans forcément qu'il y ait toutes ces demandes d'autorisation du médicament, même si c'est très contrôlé au Québec, au Canada, hein, mais quand même, voilà, même ne serait-ce qu'au niveau de la pensée, même si eux ils parlent en québécois, et que je salue d'ailleurs, parce que j'aime le Québec, c'est des gens qui pour moi sont formidables malgré le froid et qui ont beaucoup de courage. D'ailleurs, je trouve entre les Québécois et les Guadeloupéens, il y a quelque chose de magnifique et je pense qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne le savent pas. Il y a une question je salue une patiente qui habite au Canada et qui m'appelle régulièrement. Tu peux donner son prénom. C'est Margot. Margot, on te salue. Question de Dimitri. Que pensez-vous de la tendance féminisante de la mode? Est-ce que c'est si malsain, pardon? Malsain, c'est-à-dire que ça a un impact sur le transgenre? Alors là, je pense que je pense qu'à mon avis, c'est un peu hors sujet, mais enfin, la question, c'est que pensez-vous de la tendance féminisante de la mode? Ça a toujours existé, hein. Les rois ils mettaient des jupettes et donc ça a toujours existé. Les Romains ils mettaient des toges, ils n'avaient pas de pantalon, donc non. La féminisation de la société, je crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a encore plus de machisme qu'aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans. Attends, j'ai un scoop. Les Écossais, ils mettent des kilts. Ils sont à poil dessous. Je le sais. Bon, tu as vérifié ça?
Oui, j'ai un ami qui a osé me le dire. D'accord. Qui est écossais et que j'ai plus vu depuis un bout de temps, mais qui m'avait dit, parce que lui il était très tradition justement, et le kilt c'est voilà, ils sont un poil en dessous. Pour les geishas, je ne sais pas. Hein, moi, je vous le dis tout de suite, je connais pas tout par cœur. Odile nous dit être transgenre n'est pas un choix, comme être homo ou être hétéro. Donc, quand j'entends Madame Macaire parler de pratique, cela me choque. Pratique, j'ai jamais dit pratique. Moi non plus, j'ai pas entendu pratique. Bien sûr que c'est pas un choix, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est pas un choix, c'est une évidence. Donc la sexualité, Ben oui. c'est pas lié au transgenre, la sexualité n'est pas liée au transgenre, c'est une identité, c'est l'identité en fait mentale de la personne. Donc ça n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est une évidence, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Et ça se révèle soit très tôt, soit très tard. C'est-à-dire que il y a des fois des gens, il y a beaucoup d'histoires où il y a un journaliste qui a révélé sa transidentité très tard, il devait avoir à peu près 60 ans. Donc c'est quelque chose, non, c'est pas, j'ai jamais dit ça et j'ai jamais pensé ça non plus. Moi non plus, j'ai pas entendu que tu l'aies dit, Catherine, mais bon. Oui, la personne s'est dû se tromper. T'as dû te tromper, c'est chez les voisins qu'ils ont dit ça. Oui. Elle fait, ok, alors j'entends mal, je ne comprends rien. Bah, désolé pour toi, Odile, mais alors je réécouterai en replay après, mais il me semble que Madame Macaire ne l'ait pas dit. Puisque depuis qu'on collabore, elle et moi, on était tout à fait d'accord quand on a parlé d'homosexualité, quand on a parlé là ce soir de transgenre, quand on a parlé ci, qu'on a parlé de là, on a bien toujours parlé on n'a pas dit que c'était... C'est pas des choix, on ne devient pas homosexuel, on ne devient pas transgenre, on est comme ça. Et on devient pas hétéro non plus. Ah. Voilà, on choisit pas, c'est comme ça, c'est tout. Non, c'est vrai, j'ai pas choisi d'être un garçon, mettons, j'aime être un homme, je l'assume. Bon, admettons que je n'assume pas mon côté masculin et que je me féminise, mais là c'est moi qui le choisis. Après, dans l'homosexualité, c'est pareil. Je vais peut-être choquer les enfants, quoi que cette heure-là, ils sont couchés. Il y a les garçons qui sont passifs ou actifs. Là, ils le choisissent. Hein. Celui qui fait l'homme ou qui fait la femme, c'est eux qui le choisissent. D'accord? Donc, faut pas dire tout et n'importe quoi, Odile. On n'a pas dit ça. Voilà. Mais je suis fâché avec personne. J'aime tout le monde. Je vous aime, Madame Odile. Juste rectifier les choses. Exactement. Mais oui, non, mais il faut dire. Ah bah elle est vexée. Bah écoute, tant pis. Oh la choupette, ça lui passera. Non, mais c'est-à-dire que faut pas transformer ce qu'on dit, en sachant qu'on sait encore à peu près ce que l'on dit. Oui. Vous Oui, et moi. surtout moi, je suis pour la défense des minorités et des identités, et que chacun fasse ce qu'il a envie, et en fonction sans que on puisse critiquer et surtout ne pas connaître les histoires des gens et se permettre en fait de poser des vérités sur des choses qui ne sont pas vraies. Donc moi je sais que j'aide beaucoup de personnes homosexuelles à vivre en Guadeloupe correctement. Mais alors attends, homosexuel, donc tu aides aussi bien gays et lesbiennes. Voilà. D'accord. Les deux. Et que c'est très difficile, et quand j'ai beaucoup d'adolescentes ou d'adolescents qui sont en train de réaliser qu'ils ont une sexualité qui est différente, qui sont homosexuels, et qu'ils sont qualifiés et stigmatisés par rapport à leur sexualité. On ne peut pas qualifier un être humain par rapport à ses pratiques sexuelles, ça n'a pas de sens. Donc c'est important d'aider des jeunes qui justement n'ont aucun repère, qui n'ont personne à qui parler, que ce soit... Il y a très peu de gens dans les établissements scolaires, il y en a, mais très peu. C'est pas des sujets sur lesquels on peut parler. Les parents sont très fermés, et donc il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des difficultés incroyables, qui se mettent à avoir des comportements addictifs, alcool, drogue, etc., parce que eux-mêmes sont rejetés par la société et qu'ils ont l'impression d'être différents et qui ne sont pas normaux. Parce que c'est considéré comme une déviance, hein, au niveau de tout ce qui est religieux, hein. Exactement. Donc c'est très stigmatisant, et c'est surtout un manque de tolérance. Et si j'ai bien lu
les différentes religions, il faut être tolérant. Donc d'abord, soyons tolérants avant de stigmatiser le voisin, parce que ça peut arriver dans n'importe quelle famille et ça n'est pas une tare. Bon, alors Odile, on va être clair. Non, je ne te prends pas pour une ignare ou une imbécile. D'ailleurs, personne dans la causerie, à aucun moment. Simplement, maintenant, après, il y a des gens qui se vexent, machin. Et quand je dis choupette, c'est pas non plus péjoratif. Décidément, Odile nous fera tout ce soir. Oui, donc qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour le mot de la fin, parce que là il est 21h20, on est pile poil dans le S'il y a des gens qui se posent des questions, je les invite à aller donc sur le site de l'association nationale transgenre, qui donne toutes les informations nécessaires. Sur donc la métropole. Il y a plein de documentation, comment faire, etc. À qui s'adresser, les textes qui se rapportent en fait à l'accompagnement et les différentes personnes qui sont aptes à les aider. Il faut dire aussi que il y a des accompagnements aujourd'hui aussi des institutions, c'est-à-dire que la CAF a lancé une campagne qui s'appelle Transphobe, donc contre les gens pour défendre en fait les transgenres et pour éviter qu'il y ait une phobie qui se développe vis-à-vis de ces personnes. Vis-à-vis de, parce que ça fait des cheveux, on n'a rien entendu là. Vis-à-vis des transgenres, je pense que c'est ce que tu as dit. Oui, voilà, c'est ça. Et donc dessus, il y a toutes les informations, toutes les fédérations de LGBT, les associations nationales et régionales, et tous les numéros de téléphone pour les médecins spécialisés qui sont en métropole. Mais en Guadeloupe, il y a également, pour les gens qui sont en Guadeloupe, des endocrinologues et des psychiatres qui peuvent aussi aider ces personnes s'ils ont des questionnements. D'accord, et puis si vous êtes en détresse, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur Facebook très facilement LGBT Guadeloupe. Alors, lesbienne, gay, bi, trans, c'est tout, j'en suis là, j'ai fini là? Oui, c'est ça. Ah bah voilà, et puis il nous a dit XXX, je sais plus quoi, la dernière fois, donc apparemment il y a aussi, il y a plein, il y a toutes les pratiques sexuelles au monde, quoi. Oui, voilà. Je crois, c'est Didier, voilà. Rappelez quand même que le transgenre n'est pas une pratique sexuelle. Oui, bah tiens, d'ailleurs, c'est pas une pratique sexuelle. Je pense qu'on l'a assez dit ce soir, que le transgenre n'était pas une pratique sexuelle, que c'était pas une déviance, et que on peut être transgenre et être hétéro, on peut être transgenre et bisexuel et gay ou lesbienne, etc. Je veux dire, c'est pas arrêté, voilà. Voilà. Sauf si tu t'arrêtes à une religion. Tu peux être catho, juif ou musulman. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Bon, et ben sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à la rentrée de lundi. Non, c'est ça, oui c'est ça, lundi pour un nouveau sujet, 20h20. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes tous formidables. Et je vous aime. Ciao, ciao, bye bye. À lundi. Merci.